Madame, Monsieur, bonjour et merci de choisir Centrale Télévision pour le compte de votre magazine Exclusivité sur les antennes de cette chaîne de radio et télévision qui reçoit une personnalité, non pas n'importe quelle personnalité, mais c'est plutôt l'exécutif urbain du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD dans la montagneuse ville d'Elikasi, à la personne de Monsieur Johnny Mukandabile qui est notre invité dans ces magazines Exclusivité de ces jours. Bonjour Monsieur Johnny et bienvenue. Bonjour et merci. Merci pour votre invitation. Exécutif urbain d'un parti d'opposition en République démocratique du Congo, il y a une table ronde qui s'organise dans la ville de Lubumbashi, laquelle table ronde veut permettre la cohabitation pacifique entre communautés des espaces Katanga et Kasai. Une bonne initiative pour préserver la cohabitation pacifique. Je crois qu'il fallait faire une conférence pour le dialogue intercommunautaire de la RDC. Tout simplement parce que les erreurs, n'est-ce pas, dans nos amis ont été tellement importantes dans les nominations, dans la manière de gérer les pays. Ceci a été la graine qui a planté, n'est-ce pas, cette ségrégation-là. Et je crois que c'est au même pouvoir de revoir ces méthodes pour faciliter l'harmonie dans notre communauté. Voilà. S'il y a des conflits intercommunautaires au niveau de la République démocratique du Congo, cela est lié juste aux nominations qu'on a eu enregistrées dans l'administration publique. Non seulement ça, il faut relier ça à l'histoire. Le Congo, c'est au fait un assemblage d'empires, de royaumes, d'antan. Ça veut dire que nous avons des cultures différentes. Nous avons commencé à apprendre à être ensemble après 1960. Ce qui veut dire que tous les dirigeants doivent faire un grand effort pour agir dans le sens de relier, d'unir, de permettre à ce qui est cette envie de vivre ensemble que Mobutu a essayé de faire pendant un certain temps. Est-ce que cette table ronde était opportune? Peut-être pour comprendre les vraies causes des conflits ou des tensions, oui. Mais c'est insuffisant parce que je venais de vous dire que cela est pratiquement national. Il fallait essayer, par exemple, d'étudier comment les gens se déplacent. C'est aussi important. Pourquoi les gens se déplacent? Et pourtant, normalement, les gens vivent dans certains coins, n'est-ce pas? Là où ils sont habitués, là où ils ont trouvé leurs ancêtres, ainsi de suite. Mais pourquoi ils se déplacent tout d'un coup? C'est parce que l'État ne s'occupe pas d'eux. Alors il fallait aussi voir ce côté-là pour arriver à des résultats. C'était important. Bon, on peut dire oui pour déceler les problèmes, mais en réalité, ça ne va pas mener grand-chose. Et si on pouvait créer un dialogue national, parce qu'en fait les problèmes sont sociaux, économiques et même politiques. Et c'est ces dialogues-là qui pouvaient amener à apaiser la situation. Est-ce qu'il y a un conflit entre les deux communautés? Et il y a toujours eu des problèmes entre les communautés au Congo. Au Kasai, au moment où nous parlons, il y a un problème entre deux communautés. Il y a eu un problème entre le Kasai oriental et le Kasai occidental. Enfin, c'était un grand Kasai, non? La capitale, je pense, c'était à Kananga, à l'époque. Il y a eu des problèmes. Si nous allons au Kivu, il y a des problèmes entre des communautés. Ça veut dire que ça a toujours existé. Est-ce qu'il y a une tension maintenant entre le Kasai et le Katanga? Oui. Il y a eu une tension. Comme toutes les tensions, on a planté une graine de séparation par le pouvoir dans sa manière de faire. Et il y a certes des amis du Kasai qui sont pratiquement du Katanga. Ça veut dire qu'ils ont oublié leurs ancêtres, ça fait longtemps. Ils ne savent même pas où aller au Kasai. Ça veut dire, mais il y en a qui viennent nouvellement et qui ont le droit de venir et de rester en RDC comme tous les Congolais, comme la loi le dit. Mais il y a peut-être une nécessité d'intégration, n'est-ce pas? Il y a peut-être une nécessité d'intégration et cela, ça devait se faire par les associations socioculturelles.
Et au-delà de tout ceci, il y a l'apaisement, n'est-ce pas, qui doit être créé par l'attention, n'est-ce pas, des autorités sur la vie sociale de la population. Au moins, vous confirmez qu'après cette table ronde, il y aura une cohabitation pacifique entre ces deux communautés. Et vous savez, je suis sûr qu'après cette table ronde, on va cerner, n'est-ce pas, les vraies causes de cette tension qu'il y a eu entre les deux communautés. Et la cohabitation, ça sera le résultat de tout ce que nous avons entamé comme processus. Hein, par exemple, revoir les erreurs politiques. Qu'il y a eu, par exemple, dans la nomination au niveau de la Cour constitutionnelle, dans la nomination au niveau de la CENI, dans la nomination dans certaines structures de l'État. Vous voyez, il faut revoir tout ça parce qu'au fait, il faut prendre le problème de manière holistique pour arriver à résoudre ça. Et pour ça, il faut un dialogue d'après les FCC? Non, avec les Congolais. Je venais de dire que nous étions des empires, des royaumes, mais il n'y a pas moyen de diriger cette RDC sans les dialogues. Et nos ancêtres nous ont montré une voie. Cette voie, c'était la voie Pala. Résister à cette voie, on revient vite à contredire ce que le préambule de notre constitution a dit. À l'époque où Joseph Kabila était président de la République, celui-ci a organisé plusieurs dialogues. Oui. Pour quelle fin? Et pour l'alternance. N'est-ce pas? Avec ces dialogues-là, on est arrivé à avoir l'alternance qui a mis l'actuel président, n'est-ce pas, au pouvoir. Avec ces dialogues-là, nous avons pu stabiliser, n'est-ce pas, notre économie avec des statistiques enviables par les autres. Avec ces dialogues dont on est en train de vilipender, nous sommes arrivés à créer une armée, une police. Voyez-vous? Donc, sans dialogue, on ne peut pas, parce que nous sommes un pays, ou bien nous sommes un ensemble des peuples intérieurement, même si nous parlons du peuple congolais, nous sommes une nation en devenir. Pour y arriver, il faut des dialogues. Si aux États-Unis jusqu'à présent, malgré des centaines de jours, de semaines, de mois, d'années, les États-Unis connaissent encore un problème entre le blanc et le noir, c'est que pour constituer une nation, c'est pas facile. Et donc, nous qui avions commencé seulement en 1960 pour faire cette nation, nous avons encore du temps. Un responsable qui fout le dialogue, c'est qu'il ne connaît pas la RDC. Donc, les FCC ou les leaders du FCC qui avaient refusé les consultations nationales initiées par le chef de l'État, ils ne connaissaient pas la valeur de la RDC. Est-ce que c'était des consultations ou un schéma tracé par l'Occident, n'est-ce pas, pour renverser honteusement à une majorité au Parlement? Je crois qu'il s'agissait de ça. Il s'agissait de ça et le RDC a refusé de cautionner cette antivaleur. Voilà. Et aujourd'hui, vous réclamez la tenue du dialogue en vous opposant à tout examen de la loi électorale alors que vous n'avez fait aucune contre-proposition par rapport à cette loi sous examen au niveau de la Chambre basse du Parlement. Vous réclamez la reconfiguration de la Cour constitutionnelle, vous réclamez la reconfiguration de la CENI, vous réclamez la révision des nominations, la reconfiguration de la majorité parlementaire. Doit-on comprendre que le problème est ailleurs que sur la loi électorale? Ça rentre encore dans le dialogue, non? Ça rentre dans l'équilibre entre les communautés. Il fallait échanger autour de ça pendant la période des consultations. C'est ce que je vous dis. Le cadre, le processus est aussi important que le contenu. Donc on ne pouvait plus aller dans une histoire qui était hors norme. Voyez-vous? Et nous disons, on ne peut pas garder une cour constitutionnelle qui a été constituée illégalement. On ne peut pas garder une CENI non plus qui a été très mal conçue, désavouée par les plus importantes églises du pays. Donc, je crois pour réparer tout ça, il faut revoir là où il y avait des erreurs. La CENI, le forcing, là, ça a divisé les Congolais. Voyez-vous? Donc, il faut refaire le tout, Cour constitutionnelle, la CENI, et enfin passer à la loi électorale consensuelle. Parce que en 2018, il y avait quand même un consensus en dehors du Parlement, avant que ces
cette mouture ne puisse être amenée au Parlement pour finaliser. Nous sommes en RDC, nous sommes un assemblage d'empires, de royaumes. Souvent on oublie, nous ne sommes pas un pays comme les autres. Pour preuve, à peine terminé, à peine qu'on a eu l'indépendance, on a eu des guerres. 22 guerres, pour rappeler à nos amis l'histoire. Donc ce n'est pas un pays comme les autres pays. Et ceci doit être compris. Et le challenge pour tout dirigeant, c'est amener la RDC vers une nation. C'est amener à ce que les peuples, les différents peuples, soient un peuple un jour. Voilà. On ne peut pas seulement dire tout Congolais doit être... Non. Nos actes doivent amener vers l'unité. Nos décisions doivent amener vers l'unité. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez peur de ne plus avoir le plus grand nombre de députés que vous êtes en train de chercher par tous les moyens freiner l'organisation des élections? Qu'on corrige d'abord la Cour constitutionnelle, qu'on corrige la CENI, on va voir si nous avons peur des élections. Qu'est-ce que vous entendez par corriger la Cour constitutionnelle et corriger la CENI? Tout le monde sait comment cette Cour a été constituée. Il y a des exigences qu'il fallait respecter. Et ces exigences n'existaient plus? Non, on ne les a pas respectées. Il y a 3 juges qui étaient dénoncés par le PPRD. Et nous gardons ça. Et nous restons logiques avec ce que nous faisons. Il y a eu cette histoire de Kadima. C'était un forcing qu'on n'a pas corrigé. Est-ce que nous allons continuer à vivre dans les violations de la Constitution avec le risque de créer des problèmes au pays? Mais non, je crois que nous devons réparer. Je crois qu'il faut mettre ce changement-là de la Cour constitutionnelle dans les éléments du dialogue que nous réclamons. Il faut mettre les éléments de la correction de la CENI dans cette ambiance de dialogue que l'RDC a toujours recherché. Mais il ne faut pas faire autre chose. Tout ceci a contribué à séparer, à créer des fractures dans le pays. Nous avons reculé. Nous avons même oublié pourquoi nous avons conçu cette constitution qui est en fait un accord de paix pour les belligérants. On l'oublie. Relisez le préambule. Relisez. Ça veut dire qu'il faut seulement corriger ça. Et nous allons dire que nos amis n'ont pas oublié la mémoire du feu Etienne Tshisekedi. Mais recommencer le tout, forcer, se faire grand comme Mobutu, chercher le pouvoir absolu, se rentrer en 1997, se rentrer en 1998. C'est dangereux pour le pays. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Est-ce que toutes vos exigences peuvent se faire et respecter les délais de l'organisation des élections? Est-ce que l'important c'est respecter le délai de l'organisation des élections ou c'est avoir des élections paisibles, juste pour tout le monde, où tout le monde ira sans beaucoup de problèmes? Donc tacitement vous cherchez les glissements? Qui cherche le glissement? C'est celui qui a nommé comme il ne fallait pas les gens au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est celui qui a ignoré, n'est-ce pas, les apports ou le rappel, n'est-ce pas, des religieux lors de la constitution de la CENI ou de la nomination de Kadima. C'est lui-là qui a violé la constitution, c'est lui qui cherche le glissement. Un dialogue pour déboucher sur la mise sur pied d'un gouvernement de large union nationale. Un dialogue pour remettre une Cour constitutionnelle qui donne confiance à tout le monde. Un dialogue pour remettre une CENI qui fera en sorte que nous puissions vivre les élections comme en France et ailleurs. Un dialogue qui va faire en sorte que nous puissions adapter la loi électorale selon les principes. On continue même à récupérer parmi les nôtres, n'est-ce pas, qui participent à l'élaboration de cette loi sans l'autorisation de groupes politiques. On continue ça. Et c'est malheureux pour le pays et même pour ces gens qui l'acceptent. Parce que le pays est en danger, tout le monde veut ces 24 000 milliards de richesses. Et apparemment, les Congolais eux-mêmes ne prennent pas conscience de cela. Et ils pensent
à quelques centimètres de distance, ça veut dire à leur poche, savoir la population qui est en train de souffrir. En dernier ressort, le Premier ministre Totalezi Nane à la tête du gouvernement des Warriors au niveau de la RDC. Quel bilan vous dégagez personnellement? Est-ce que c'est le bilan du Premier ministre? Parce que c'est lui qui dirige le Conseil des ministres tous les jours, c'est le président de la République. La gestion au quotidien du pays, c'est l'apanage du Premier ministre. C'est ce que je dis. Quand il y a un programme, c'est le programme du chef de l'État. Les 145 territoires... Le tout dernier Conseil des ministres a été présidé par le Premier ministre. Ah, il faut en compter. Depuis le début, c'est combien de conseils des ministres que le Premier ministre a présidé? Moi, je trouve que c'est les résultats du président. Quel bilan pour la première année du gouvernement des Warriors? Le bilan que tout le monde crie. Positif ou négatif? Négatif parce que vous connaissez aussi le prix de l'huile végétale. Vous connaissez le prix du pain. Ça, c'est la guerre en Ukraine quand même. Est-ce que ça a commencé seulement avec l'Ukraine? Non, ça a commencé bien avant. Le prix de l'essence, hein? Pratiquement tous les surgelés ont haussé de prix. Vous allez me dire que les surgelés aussi viennent de l'Ukraine seulement? Non. C'est la mauvaise gestion. Quand on prend 65 000 $, on achète à 609 députés 65 des jeeps, l'espace de 65 000 chacune. En fait, 65 000 fois 609. Or, ces gens touchent en moyenne 6 500 $. Donc, capables de acheter des jeeps. Malheureusement, on offre à ces gens des jeeps de 65 000 fois autant. Hein, au moment où il y a des gens qui souffrent, qui ne sont pas payés. Et ça devient un crime pour l'actuel gouvernement, alors qu'à l'époque, vous l'avez fait. Ah bon? Des jeeps de 65 000 $? Moi, je ne vois pas Kabila faire ça. Vous aviez doté quand même les parlementaires des jeeps. Ah, ils avaient acheté à crédit? À tous les niveaux. C'était pas un don? Et c'est le cas actuellement aussi. Non, c'est pas faux. Ça, c'est un don qu'on a donné. Est-ce que vous pouvez le prouver? Parce que le président de l'Assemblée nationale l'a dit que c'était des prêts accordés ou des crédits accordés aux parlementaires. Il a dit après avoir confirmé que c'était un don du président. Matata a refusé. Matata était clair. C'est un don. C'est de la corruption. Mais il avait accepté pour Joseph Kabila. Ça, c'était un prêt. Voyez-vous? Tout comme c'est un prêt aussi actuellement. Non, c'est pas un prêt. C'est un don du chef. Comment vous prouvez que c'est un don? Mais ils le disent eux-mêmes. Mais ce sont les mêmes personnes qui vous disent que c'est un prêt. Il y a l'argent qui est retenu à la source chaque année, chaque mois. Ils l'ont dit. Il y a de l'argent retenu à la source chaque mois, monsieur Johnny. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi vous avez du mal, étant opposant, à cerner les avancées significatives que la RDC ne cesse d'enregistrer? C'est pour la première fois que depuis que la RDC est RDC, qu'un gouvernement a fini par mobiliser près de 4 milliards de dollars dans les trésors publics. C'est pour la première fois qu'un gouvernement permet à ce que les fonctionnaires de l'État puissent avoir une augmentation à hauteur de 30%. 30%, pas 30 000, 30% de leur salaire pour tout fonctionnaire de l'État. C'est pour la première fois que les professeurs d'université pourront atteindre 2 000 $, ce que vous n'avez pas su faire pendant 18 ans de règne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes tout juste haineux face à un bilan positif de l'actuel régime? Et c'est pour la première fois que dans 3 ans, les gens trouvent une dette presque... Nous parlons d'une année, parce que les 4 milliards ont été mobilisés à moins de 4 mois. Je suis en train de vous le dire. Dans 3 ans, ils ont trouvé... j'allais dire... Dans 3 ans, ils ont trouvé une dette presque effacée. Ils l'ont remis à 8 milliards de dollars. Dans 3 ans. Une dette qui était à 14 milliards, on l'a presque effacée. Ils l'ont remis à 8 milliards. On ne l'avait pas effacée, la dette était quand même restée. Une très petite partie. Oh là là, une petite partie, c'était 11 milliards de dollars. Pas 11 milliards. Pas 11 milliards. On était à 2 milliards quelque chose. Mais ils l'ont remis à 8 milliards. Parce que nous, on n'a pas pris des dettes. Voyez-vous. Et vous dites qu'ils ont ajouté 50%, 30% chez les fonctionnaires de l'État. Mais vous savez d'abord combien de fonctionnaires de l'État n'ont pas de salaire? À ce salaire, c'est à ce salaire qu'on a ajouté, il y a des fonctionnaires qui n'ont que des primes. 84 000 nouvelles unités au niveau de l'enseignement primaire.
auront leur salaire ce mois d'avril. 84 000. Continuons. C'est que vous n'avez pas su faire pendant 18 ans. Les fonctionnaires ne sont qu'à 1 million. Quel impact sur une des 30% qu'on vient d'ajouter? Le prix a augmenté de 100%. Si vous ajoutez 30%, vous faites quoi? Il reste 70%. Vous dites aussi que 84 000 fonctionnaires ou enseignants seront pris en charge cette année ou payés. C'est moi-ci. Ok, où est le problème? Où est le problème? Ils seront payés à quel taux? Ils seront payés comment? En monnaie de change? On nous dit que nous n'avons rien fait. Nous avions trouvé le militaire à 10 $. Est-ce que le militaire touchait 10 $ quand l'UDPS est arrivé? Non. Est-ce que le professeur touchait ce qu'il touchait avant que l'UDPS n'arrive? Non. Il y avait une augmentation. Il n'y avait pas seulement une augmentation, il y avait aussi une identification de ces professeurs et des fonctionnaires. Ouais, donc on a beaucoup fait. Juste devant votre bureau, il y a plusieurs routes en train d'être asphaltées. Il y a des écoles construites à divers endroits au niveau de la République démocratique du Congo. Plusieurs projets. Il y a les projets par exemple du développement à la base des 145 territoires. Un projet que vous n'avez pas réussi à impulser. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est presque en train de se matérialiser dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, grâce à ces gouvernements, on est en train presque de vouloir matérialiser la santé universelle pour tous. C'est que vous n'avez pas su faire. Alors allons point par point. Donnez-moi du temps. Prenons les 145 territoires. Est-ce que vous pouvez accepter avec moi qu'il y a certains territoires qui reçoivent la redevance minière? Oui. Vous n'allez pas me contredire. Aucun territoire ne reçoit la redevance minière. Non. Aucun territoire ne reçoit la redevance minière, M. Johnny Mukandabi. Kapolo et nous sommes où? Kapolo, c'est un secteur. C'est un secteur, il n'y a que les secteurs. Hormis les secteurs, il y a les chefferies aussi qui reçoivent la redevance, mais il n'y a pas un seul territoire sur toute l'étendue de la RDC qui reçoit la redevance minière. Ok, je sais que c'est la déconcentration, dont vous parlez. Ça veut dire que ce sont des espaces déconcentrés. Ok, mais est-ce que vous reconnaissez que la redevance minière a rehaussé le niveau de ce pays? Est-ce que vous reconnaissez aussi que nous sommes les premiers, avec Joseph Kabila, à relancer cette redevance minière qui nous a coûté cher du côté des Occidentaux? Est-ce que vous reconnaissez aussi que les 145 territoires dont on parle, on ne va rien y faire presque? Vous êtes un prophète des malheurs. Pourquoi? Vous êtes un prophète des malheurs. Je reprends Adolphe Mouzito. Il faut 100 milliards de dollars pour refaire nos routes. Seulement les routes. Donnez-moi le budget de 145 territoires. C'est juste de la poudre aux yeux. 450 millions de dollars. Mais qui feront quoi? Moi je vous ai parlé de 100 milliards. Qui feront quoi les 450 millions? Là vous parlez des routes nationales. Divisez ces 450 millions. Ils vont faire quoi exactement dans les territoires? Avec 11 milliards de dollars par territoire, c'est impossible de développer ou d'impulser les développements. Vous parlez de 450 millions 450 millions par territoire si on doit aller dans un calcul simple. Ça proviendra d'où? Et pendant combien de temps? N'est-ce pas de la poudre aux yeux? Pourquoi vous êtes pessimiste? Non, prenez le budget. Pourquoi vous êtes pessimiste? Est-ce que vous n'êtes pas en train de référer la gestion actuelle du pays à votre gestion ou à la gestion de votre période? Non, soyons logiques. Je vous informe que les 3/4 de notre budget vont dans la paye des fonctionnaires. Je vous informe. Mais là, ils vont tirer ces 450 millions où et pendant combien de temps? Il y a déjà 4 milliards dans la réserve nationale. Ah, les 4 milliards du Fonds monétaire international? Non, dans la réserve nationale. Je vous aide. Cet argent-là qu'on parle de réserve nationale, là, c'est un prêt que vous n'avez pas su obtenir. Non. Que vous n'avez jamais obtenu. Je vous parle d'un prêt que vous n'avez jamais obtenu. Les 4 millions ou 4 milliards, c'est de l'argent du FMI. Que vous n'avez jamais réussi à obtenir. Nous, on a eu notre argent qui n'était pas un prêt. Ou si pas des contrats avec les Chinois. Si pas des contrats léonais avec les Chinois. Non, on a laissé 1 milliard 500 millions. Sur nos propres moyens. Après 18 ans de règne. Pourquoi on n'utilise pas les 4 milliards?
des réserves pour les importations. Monsieur Johnny, vous avez laissé 1,5 milliard après 18 années de règne. Oui. En moins de 4 mois, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge et son équipe gouvernementale a su vous démontrer qu'ils étaient capables de mobiliser 4 milliards de dollars. Ils n'ont pas mobilisé, ils ont emprunté les 4 milliards. Est-ce que vous avez... Pour stabiliser la monnaie. Monsieur Johnny. Et ils n'ont pas droit d'agir ou d'utiliser ces 4 milliards comme ils veulent, parce que c'est de l'argent emprunté et ils le savent. Monsieur Johnny, vous n'avez pas appris que dans tous les services d'assiette fiscale au niveau de la République démocratique du Congo, il y a eu des dépassements, des prévisions budgétaires bien évidemment. On apprend. Mais est-ce que s'il y avait des dépassements... Et tout cet argent va où? Non, s'il y avait des tout cet argent va où, monsieur Johnny? Si pas dans les 4 milliards. Dans l'achat des palissades. Non. Pour les 4 milliards, je vous dis, je suis formel. C'est de l'argent emprunté. Banque mondiale et Fonds monétaire international. Au moins, Jean-Michel Sama Lukonde est en train de vous démontrer le contraire. Non, il n'a pas dans sa bonne gouvernance. Il ne démontre pas le contraire. Cet argent a été emprunté. C'est connu. Qu'on me contredise. Il y a des recettes, tout ceci, nous acceptons. Il y a des recettes où on les utilise pour faire quoi? Pour faire quoi? On les utilise sûrement pour acheter les palissades. On les utilise pour autre chose que aider la population, que s'occuper de la population. Monsieur Johnny, vous avez fait 18 années de règne. Vous, PPRD, à la tête de la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas su inverser la tendance. Parce que la RDC ne produit presque rien. Vous êtes économiste quand même de formation. Au-delà d'être ce que vous êtes économiste de formation. Vous savez quand même que la RDC importe plus qu'elle ne produit. Alors si la RDC importe tout ce qu'elle ne produit pas, c'est tout à fait logique qu'il y ait augmentation des prix au niveau de la RDC parce qu'on importe tout. Et s'il y a une situation confuse à l'extérieur, cela a des répercussions au niveau de l'économie RD congolaise. Ces chocs exogènes étaient toujours là. Mais comment Kabila a su maintenir le prix? Il y avait une guerre en Ukraine à l'époque de Kabila. Est-ce que c'est seulement la guerre en Ukraine qui peut influencer? Ce n'est pas le seul choc. À l'époque de Kabila, on a acheté un sac de farine de maïs à plus de 100 000 francs, Dikassi. Vous êtes témoin. Oui. Est-ce que depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est à la tête du pays, depuis que Jean-Michel Sama Lukonde Kenge est à la tête du gouvernement, il y a un seul sac de farine qui s'est déjà vendu même à 30 000? Non, qui s'est déjà vendu même à 30 000. C'est à l'actif quand même du gouvernement. Il faut parler de Kaboula. Ça, c'est Kaboula qui l'a fait. Ils n'ont rien fait. Moi, deux fois, je pense... Mais au moins, vous reconnaissez qu'il n'y a pas eu un sac de farine qui s'est vendu à 30 000. Je viens de donner le nom de l'acteur. C'est Kaboula, ce n'est pas le gouvernement national. Il impulse la vision du chef de l'État. Il travaille selon la vision du chef de l'État. Quelle vision? Qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a pas su définir. L'Union sacrée, il est cadre à l'Union sacrée de la nation. D'ailleurs, coordonnateur provincial. Mais avec un programme qui a été donné depuis longtemps, depuis quand Kabila était là. Donc vous prétendez que les gouverneurs, les vaillants gouverneurs Jacques Yaboula Katoué ne travaillent pas selon la vision du chef d'État? Il avait un programme à l'entrée. Non, est-ce que vous prétendez que les gouverneurs Jacques Yaboula ne travaillent pas selon la vision du chef de l'État? Je ne sais pas si cette vision s'est appliquée quand Kabila était là, déjà. Non. Mais cette vision n'a pas permis à Kabila de revoir à la baisse les prix d'un sac de farine qui coûtait 100 000 francs. Est-ce que c'était à Kabila de revoir ce prix-là? C'était le gouvernement provincial, non? Mais c'était lui le président de la République démocratique du Congo. Non, il y a des histoires qu'il faut être juste comme disons les choses. C'est le gouvernement. Moi, deux fois, je me demande est-ce qu'on ne peut pas seulement remplacer le gouvernement provincial du Haut-Katanga au gouvernement national, parce que apparemment le gouvernement provincial travaille bien que le gouvernement national. Selon la vision du chef de l'État, oui. Bon, je ne sais pas si c'était la vision du chef de l'État, Kinshasa allait mieux travailler. Monsieur Johnny Mukandaville, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. On vous accorde 30 secondes pour une conclusion, une question à laquelle vous attendiez que nous puissions vous la poser. Je n'ai pas eu à le faire, vous y répondez. Je crois que le Congolais souffre. Il ne faut pas jouer avec la vie des Congolais. Il ne faut pas chercher à monter les statistiques. Ça, c'est aux amis de l'UDPS que je suis en train de dire. La population souffre. Comme elle souffrait à l'époque de Kabila. Non. Posez la question, les gens réclament le retour de Kabila. Est-ce que vous pensez qu'en une année de règne de l'actuel gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, ce gouvernement a une portion magique à pouvoir asperger au niveau de la RDC pour résoudre la misère de la population congolaise qui date depuis 1960? Ce gouvernement a contribué à augmenter la misère du chef, la misère de la population. Avec la maximisation des recettes. Qui profitent à eux-mêmes parce qu'ils achètent les palissades, si ces recettes-là existent. Nos militaires allaient être équipés à l'Est et tout ça.
Mais ce n'est pas le cas, c'est que le problème est où? Jacques Yaboula a doté la police de près de 100 véhicules. Vous revenez à ce que j'ai dit. Le gouvernement provincial... Selon la vision du chef de l'État. Non, selon la vision du chef de l'État. Quelle vision? Le gouvernement est en train d'aider même. Ce sont les attributions normales du gouvernement central. Si Denis, nous disons sincèrement. Non, non, on termine. J'allais dire ceci. Il ne faut pas jouer avec la vie du peuple congolais. Il y a une centrale au Kasaï qui a été réalisée à 70%. Pourquoi on ne termine pas cette centrale? Les députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui se complaisent parfois dans le changement de camp pour leur poche. Est-ce qu'ils savent que ce pays vient de très loin et que ce pays a connu 22 guerres? Est-ce qu'on peut vraiment s'amuser avec ce pays? Est-ce qu'on peut se rapprocher du Rwanda au moment où on sait que Mzee avait dit que le M23 c'était le Rwanda? Joseph Kabila l'avait dit. Est-ce qu'on peut vraiment s'amuser? J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent avec le pays, qui s'amusent avec la vie des Congolais. Tous ceux qui défendent les résultats de l'UDPS, qui n'en est pas un. Moi je crois qu'il faut plutôt amener nos amis de l'UDPS, de l'Union sacrée, de travailler, ou carrément d'aller à côté. On ne peut pas s'amuser avec les gens qui souffrent. Alors nous demandons à tous les leaders politiques de ne pas s'amuser avec la RDC, de revoir, de relire l'histoire de la RDC. On ne peut pas faire de l'aventure avec la constitution congolaise qui ont fait un accord de paix. Respecter la population congolaise, c'est faire un effort pour comprendre qu'on ne peut pas s'amuser avec le Congo. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Nous les appelons à être responsables. Et nous appelons aussi le peuple congolais à ne pas soutenir du n'importe quoi. Parce qu'actuellement, nous souffrons seuls. Eux achètent les palissades de l'autre côté. Il est temps de revenir à la raison, de se rappeler de ce que vous avez dit. Prenons-nous en charge. Et se prendre en charge, c'est aider à ce que les lois soient corrigées. Au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la CENI, pour que nous remettions sur place ou en place un gouvernement qui va respecter d'abord la Constitution et qui va s'occuper de notre développement. On a fait un grand pas avec Joseph en arrivant à l'alternance. Mais on devait faire la suite. On ne peut pas reculer. Notre responsabilité est appelée à agir maintenant. Voilà. Monsieur Johnny, nous vous disons encore une fois de plus merci. Merci aussi.